J'ai l'honneur de démarrer ces 27e journées nationales de l'AMCAR et doublement l'honneur de participer à cette session de cardiopathie congénitale à côté de mon maître et de notre ami le professeur Damien Bonnet. Content de vous voir mes amis Leïla et Saïd et contente de te voir monsieur Lihyaoui, quoique virtuellement. Alors j'ai 20 minutes pour parler de la prise en charge des coarctations de l'aorte, et je dis bien des coarctations parce qu'il n'y en a pas une, mais plusieurs, comme vous allez le voir. C'est une cardiopathie relativement fréquente dans notre pratique. Elle est classée 6e parmi les cardiopathies congénitales en termes de fréquence, avec une prévalence de 4 pour 10 000 naissances vivantes, chiffre sans doute sous-estimé parce que le diagnostic à la période néonatale est manqué dans un grand pourcentage de cas. Elle touche 2 à 3 fois plus fréquemment le sexe masculin. Elle est en général sporadique, mais peut être syndromique. Pensez au syndrome de Turner chez les filles qui ont une coarctation de l'aorte. Et il est intéressant d'ailleurs de leur faire un karyotype dans ce sens. Alors, comment peut-on définir la coarctation de l'aorte? C'est une sténose de plus de 50% de la lumière aortique, dont la localisation est ismique dans 95% des cas, juste après le départ de la sous-clavière gauche et en regard de l'insertion du canal artériel. On ne parle plus de forme préductale et postductale. Toutes les coarctations ismiques sont périductales. Dans 4 à 5% des cas, la coarctation peut concerner n'importe quel autre point de l'aorte et on peut avoir des coarctations médiothoraciques, des coarctations abdominales, mais là en général c'est une pathologie acquise et ça sort du cadre de notre présentation. Alors, le plus souvent, le rétrécissement est focal, comme vous le voyez ici, mais peut montrer une extension à des degrés variables vers l'isthme aortique, vers l'arche aortique englobant l'origine de la sous-clavière gauche, et dans le scénario le plus extrême, on peut avoir une hypoplasie de tout l'arche aortique, que je n'ai pas schématisé ici, avec rétrécissement à l'origine des gros vaisseaux du cou et des membres supérieurs. Ça reste peu fréquent chez l'enfant et l'adolescent, c'est plutôt l'apanage du nouveau-né et du nourrisson. Je tiens à vous rappeler quand même que quand on parle de l'arche aortique, c'est ce segment de l'aorte compris entre, je ne sais pas si je peux animer, compris entre le tronc artériel brachiocéphalique et la carotide commune, entre le tronc artériel brachiocéphalique et l'artère sous-clavière gauche. Et on distingue schématiquement l'arche proximale entre le tronc brachiocéphalique et la carotide commune et l'arche distale entre la carotide commune et la sous-clavière gauche. Et vous voyez que ce n'est pas un tube régulier, ça va en se rétrécissant. Le diamètre de l'arche proximale est plus petit que celui de l'aorte ascendante, celui de l'arche distale est encore plus petit et c'est encore plus au niveau de l'isthme. Et puis, ça reprend un calibre normal au niveau de l'aorte thoracique descendante. Donc, c'est des éléments importants à connaître pour définir l'hypoplasie de l'arche. Alors, plus les coarctations se présentent tôt dans la vie, plus la probabilité d'avoir des lésions associées est élevée, si bien que les 2/3 des coarctations chez les nouveau-nés et les nourrissons sont associées à une hypoplasie de l'arche aortique ou un autre obstacle sur la voie gauche, à une CIV, un canal artériel ou autre malformation intracardiaque. Par contre, à tous les âges de la vie, l'association bicuspidie aortique coarctation reste la plus fréquente. Elle peut s'observer dans 50 à 85% des cas contre 1-2% dans la population générale. Et cette association rend compte de la fréquence élevée aussi des anomalies fonctionnelles de la valve aortique et de la fragilité de la paroi de l'aorte ascendante qui peuvent poser problème et qui vont poser problème lors du suivi à long terme de ces patients. Alors, quant aux anomalies de la valve mitrale, c'est beaucoup plus rare. Elles peuvent être isolées ou s'intégrer dans un syndrome polymalformatif qui est le syndrome de Schoen. Je passe sur les détails, ce n'est pas l'objectif de notre présentation. La coarctation peut être également une lésion compliquant une cardiopathie complexe. Et là aussi, je passe, je ne rentre pas dans les détails.
Alors la physiopathologie de la coarctation est variable car son spectre anatomique est très variable avec différents degrés de sténose, différentes anomalies intracardiaques associées et les variables, elles vont dépendre aussi du moment de fermeture du canal artériel et surtout de la rapidité de progression de la post-charge imposée par la coarctation. Donc, pour faire simple, on peut distinguer deux schémas physiopathologiques, deux formes cliniques corollaires. La forme néonatale où la coarctation est sévère, souvent associée à un obstacle du cœur gauche, notamment une hypoplasie de l'arche aortique, avec ou sans CIV. Et dans ces conditions, l'augmentation de la post-charge va se majorer de façon aiguë avec la fermeture rapide du canal artériel. Donc le myocarde néonatal n'a pas le temps de s'adapter, il n'a pas le temps de s'hypertrophier, une dysfonction ventriculaire va s'installer et le nouveau-né va présenter rapidement une insuffisance cardiaque gauche, il va présenter un état de choc en rapport avec une hypoperfusion du bas du corps au-dessous de la coarctation, avec hypoperfusion rénale, hypoperfusion digestive. Donc ce sont des nouveau-nés qu'il faut réanimer bien sûr. Alors l'aggravation, comme j'ai dit, coïncide avec la fermeture du canal artériel. Et donc on a en général un temps de latence de 7 à 15 jours où il est crucial de poser le diagnostic avant la décompensation qui peut être mortelle. Alors sur le plan clinique, faites attention, les critères qui évoquent le diagnostic de la coarctation peuvent ne pas être évidents, notamment la discordance entre le pouls radial et le pouls fémoral. Tous les pouls vont être diminués une fois l'insuffisance cardiaque installée. De même, pour le gradient de pression, membre supérieur, membre inférieur, il peut disparaître ou sembler minime pour les mêmes raisons. Alors sinon, pour la désaturation des membres inférieurs, ce n'est pas un critère diagnostique, c'est un critère de gravité. Ça témoigne d'une ductodépendance systémique, c'est-à-dire que le nouveau-né a besoin du flux en systole, du flux du ventricule droit en systole pour vasculariser l'aorte descendante via le canal artériel parce que le ventricule gauche est très défaillant, parce qu'il y a des obstructions étagées. Donc ce n'est pas un critère diagnostique. D'ailleurs, la plupart des coarctations, on n'a pas cette différence de saturation entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alors, à côté de la forme néonatale, il y a les formes à révélation tardive où la coarctation est peu serrée, sa progression est lente, et donc ce sont des patients qui ne vont pas présenter d'insuffisance cardiaque à la période néonatale, ils vont survivre à cette phase d'adaptation en développant une hypertrophie ventriculaire gauche, en développant des collatérales artérielles pour contourner l'obstruction aortique. Et donc, les manifestations cliniques vont être atténuée et on peut passer rapidement à côté du diagnostic jusqu'à un stade tardif, voire même jusqu'à l'âge adulte. Et là, vraiment, l'examen clinique a toute son importance pour le dépistage précoce des coarctations de l'aorte. Il faut palper systématiquement tous les pouls fémoraux, mesurer la pression artérielle au niveau des 4 membres de façon routinière dans notre pratique de tous les jours. Alors, on aura une hypertension de la partie supérieure du corps et un gradient de pression entre le membre supérieur droit et le membre inférieur, un gradient de pression supérieur à 20 mm de mercure est très évocateur du diagnostic. Mais attention, en présence de collatérales significatives, ce gradient peut diminuer, bien sûr. La discordance entre le pouls huméral qui va être ample et le pouls fémoral faible est également un élément clé diagnostique. Alors, l'échocardiographie transthoracique va permettre en général de confirmer la suspicion clinique et c'est sur la coupe suprasternale que l'on visualise le mieux la coarctation, comme vous le voyez ici avec cette sténose juste après le départ de la sous-clavière gauche et cet aspect tortueux. Et le diagnostic va être confirmé par cette accélération au Doppler couleur, cet aliasing à travers la zone coarctée. Au Doppler continu, on a cet aspect typique que vous connaissez avec une accélération systolique et une extension diastolique qui a beaucoup plus de valeur diagnostique que le pic de vélocité systolique. Un gradient de pression supérieur à 20 mm de mercure indique en général une sténose serrée.
Mais vous savez très bien que ce gradient peut être surestimé en présence de lésions obstructives étagées, en cas de coarctation sur un long segment. Et là, il faut tenir absolument dans nos calculs de la vitesse juste en amont de la coarctation en utilisant l'équation modifiée de Bernoulli. Dans l'autre sens, les gradients vont être sous-estimés en présence de collatérales significatives, en présence d'un canal artériel ouvert. Donc on va avoir peu de gradients ou carrément pas de gradients alors que la sténose est serrée. Donc c'est toute la valeur diagnostique de cette extension diastolique du flux. Alors, j'ouvre la parenthèse pour dire que à la période néonatale, lorsque le canal artériel est toujours ouvert, le diagnostic de la coarctation peut être difficile parce que ça fausse l'anatomie, ça fausse l'appréciation précise des gradients et en plus, la coarctation peut ne pas se développer complètement qu'après la fermeture du canal artériel. Donc, il faut savoir répéter les échographies jusqu'à fermeture complète du canal artériel avant de confirmer ou infirmer le diagnostic. Un autre paramètre pour le diagnostic positif, c'est le flux au niveau de l'aorte abdominale. Il est moins pulsatile, continu, de faible vélocité. Alors, une fois le diagnostic positif posé, il faut étudier l'ensemble de l'aorte et on a la chance chez le nouveau-né et le nourrisson d'avoir de belles images, à la différence de l'adulte, de belles images de l'aorte entière avec le départ des gros vaisseaux. Donc il faut mesurer les différents segments, l'aorte ascendante, l'arche proximale, distale et l'isthme aortique, calculer le Z-score, préciser le rapport de la coarctation par rapport aux vaisseaux des membres supérieurs, notamment l'artère sous-claviculaire gauche. Préciser si la coarctation est isolée ou associée à une hypoplasie de l'arche aortique, comme on le voit sur cette image. Alors pour l'hypoplasie de l'arche, la définition est controversée, mais retenez qu'en pratique, un Z-score inférieur à -2, c'est en faveur de l'hypoplasie de l'arche, et de façon beaucoup plus pratique, un diamètre de l'arche inférieur au poids plus 1 mm définit l'hypoplasie. Ça veut dire que si vous avez un nourrisson de 4 kg, un diamètre inférieur à 5 mm est en faveur d'une hypoplasie de l'arche. On peut analyser également sur cette coupe d'autres paramètres qui sont particulièrement intéressants lorsque le canal est toujours ouvert et quand on n'arrive pas à se prononcer sur le développement ou pas de la coarctation, comme je viens de le dire. C'est le déplacement distal de la sous-clavière gauche avec augmentation de la distance carotide commune sous-clavière gauche. Et donc, lorsque l'index diamètre de l'arche distale sur la distance carotide commune sur distance carotide commune gauche sous-clavière gauche est inférieure à 1,5, c'est un facteur très prédictif de développement de coarctation. De même, on peut utiliser le rapport diamètre de l'isthme aortique sur le diamètre de l'aorte descendante lorsqu'il est inférieur à 0,64, donc il faut faire attention, il ne faut pas lâcher les nouveau-nés. L'association possible à d'autres anomalies congénitales rend prudent l'étude complète et détaillée de l'anatomie intracardiaque. J'insiste sur la bicuspidie aortique, donc il faut chercher une bicuspidie aortique. Déterminer son type, c'est important pour le suivi. Le canal artériel, il faut préciser s'il est ouvert ou pas, particulièrement à la période néonatale. Déterminer le sens du shunt à travers le canal. Et je précise que pour parler de ductodépendance, il faut qu'il y ait un shunt droit-gauche en systole, pas en diastole. Étudier bien sûr le retentissement de la coarctation sur le ventricule gauche, est-ce qu'il est hypertrophié ou pas. Étudier la fonction systolique avec les différents paramètres que vous connaissez. Ne pas oublier la fonction diastolique, c'est très facile chez le nouveau-né. Pratiquement tous les nouveau-nés ont un foramen ovale perméable et donc un flux véloce à travers le foramen ovale est un élément de mauvais pronostic parce que ça témoigne d'une élévation des pressions télédiastoliques gauche et donc d'une élévation des pressions pulmonaires postcapillaires. Donc c'est un élément de mauvais pronostic même si la fonction systolique est normale. Une imagerie de coupe peut être nécessaire, pas pour le diagnostic positif, mais plutôt pour décrire une anatomie précise de l'aorte,
pour décrire la collatéralité et pour orienter ainsi la stratégie thérapeutique, qu'elle soit chirurgicale ou interventionnelle. Cette imagerie de coupe est très utile chez le grand enfant, voire indispensable chez l'adulte, parce qu'on n'a pas, comme j'ai dit, ces belles images de l'aorte, comme chez le nouveau-né et le nourrisson. Alors, on arrive au traitement. Actuellement, on dispose de plusieurs options thérapeutiques et le choix sera discuté par l'équipe selon, bien sûr, l'âge du patient, l'anatomie sous-jacente et, bien sûr, l'expertise de l'équipe. À la période néonatale, il faut savoir identifier les coarctations critiques, bien sûr qu'il faut mettre sous prostaglandine, réanimer et stabiliser avant la correction chirurgicale. Une angioplastie par ballonnet peut être envisagée à titre palliatif pour stabiliser le patient avant de l'adresser à la chirurgie, qui reste, comme j'ai dit, le traitement de base et qui doit être fait à la période néonatale. Sinon, pour les coarctations qui vont aller bien en période néonatale, il faut les corriger à l'âge de 3 mois. Pour les coarctations qui ont échappé au diagnostic précoce, tant que le poids est inférieur à 20 kg, la correction chirurgicale reste le traitement de base. Une angioplastie par ballonnet seul peut être discutée s'il s'agit d'une coarctation isolée sans hypoplasie de l'arche. La chirurgie doit être faite au moment du diagnostic et le plus tôt possible. Et de façon pratique, on opte pour une angioplastie avec stenting dès que l'enfant a un poids suffisant pour mettre un stent qui peut être étendu à une taille d'âge adulte. Et puis des réinterventions seront planifiées pour dilater le stent à mesure que l'enfant grandisse. Au-delà de 20 kg chez l'adulte, la chirurgie devient difficile avec l'apparition des collatérales. Alors, quelle technique chirurgicale utiliser? Ça dépend avant tout de l'anatomie de l'arche aortique et du degré de l'hypoplasie de l'arche. Je parle bien sûr des coarctations isolées sans lésion intracardiaque associée. Alors, lorsqu'il s'agit d'une coarctation isolée, sans hypoplasie de l'arche, c'est la technique de Crawford. On part par thoracotomie gauche, on réalise une section suture termino-terminale, comme vous le voyez ici, avec bien sûr résection de tout le tissu ductal. Dans les hypoplasies sévères de l'arche, là, on est obligé d'aller par sternotomie pour une meilleure exposition et réaliser une aortoplastie par patch. On n'est pas du tout sur le même risque opératoire, c'est une chirurgie beaucoup plus lourde avec CEC, hypothermie, voire cannulation des artères à destinée cérébrale. Et dans les formes intermédiaires, là, on peut réaliser ce qu'on appelle un Crawford modifié avec des sections transverses et anastomose en biais étendu permettant d'élargir l'arche distale. Alors, en conclusion, je dirais qu'on continue de poser le diagnostic de coarctation de façon tardive. Ça impacte lourdement la mortalité et la morbidité cardiovasculaire. Un diagnostic précoce, voire un diagnostic prénatal, diminue la mortalité et améliore la survie. Au Maroc, les médecins qui font l'échographie fœtale sont comptés au bout des doigts. L'évolution des techniques chirurgicales et interventionnelles, l'amélioration aussi de la réanimation a considérablement amélioré le pronostic. Et là aussi, il faut qu'on développe au Maroc encore plus le cathétérisme interventionnel chez l'enfant et les tout-petits. Et pour finir, je dirais que même réparée, la coarctation comparée à une population générale, la survie, comme vous voyez sur cette courbe, reste moins bonne. Ce sont des malades à surveiller à vie, c'est une maladie à vie. Et je vous remercie. Merci. Merci Sihem pour ta superbe mise au point sur les coarctations de l'aorte. Ça m'a ramené quelques années en arrière et ça m'a rappelé nos staffs hebdomadaires du service de cardiologie B qu'on a passé ensemble pendant quelques années, du mardi et du jeudi. Merci beaucoup et bravo. Et à mon tour de remercier l'AMCAR, toute l'équipe de l'AMCAR et avec à sa tête le professeur Saïd Shraibi, mon ami qui nous a mis la pression pour être sur place et je ne le regrette pas parce que ça nous donne un petit
esprit du temps d'avant, le temps où on se retrouvait en congrès tous ensemble. Merci Saïd et bravo et félicitations donc pour cette belle organisation.